Il faut savoir que pratiquement un bébé sur 3 naît avec le cordon autour du cou. Mais en France, on a une femme sur 4 qui est déclenchée. Et donc, les bébés qui sont déclenchés, ils ont une problématique d'oxygénation pendant l'accouchement. Le col de l'utérus se dilate d'1 cm par heure. Ça, c'est une des plus grandes fausses croyances qu'on entend aussi. Ça vient d'Emmanuel Friedman, qui a fait ses recherches à l'époque seulement sur 500 femmes. Je sais pas si t'imagines. Ça aussi, c'est une fausse croyance. Tiens, faut être complètement dingue pour accoucher chez soi aujourd'hui et que l'hôpital sauve des vies. Ça vient d'une croyance, je crois, dans notre culture, notre inconscient collectif, que la femme, elle a un corps qui est dysfonctionnel. Bienvenue dans ce nouvel épisode avec notre compagne Charlotte. Salut Charlotte. Hello Emma. On va aujourd'hui parler des plus grandes fausses croyances sur l'accouchement. J'ai avec moi une liste des plus grandes fausses croyances, j'en ai 30. Ça fait un sacré bout. Ouais, ça fait un sacré bout et surtout, on a eu la chance d'utiliser la communauté du mastermind de la naissance pour, en tout cas, moi j'avais fait un sondage et j'avais dit les filles et les garçons, mais je crois que majoritairement c'est les filles qui ont répondu, avant d'arriver dans le mastermind, quelles étaient vos plus grandes fausses croyances? Et alors aujourd'hui, ça va être le festival. C'est parti, on commence par quoi aujourd'hui? Alors du coup, aujourd'hui, on a vu que c'était un grand sujet. Quelles sont pour toi les idées reçues les plus répandues concernant l'accouchement que toi tu rencontres dans ton accompagnement? Alors, effectivement, le cordon, je crois qu'on le met en top 1. Donc le cordon autour du cou. Ouais. Ok. Tu l'avais pas, toi? Oui, je l'avais parce que je crois que moi, quand je suis née, j'avais le cordon autour du cou, ou mon frère. Ouais. Ou quelque chose C'est un comme grand ça. classique. Ouais. Bah, moi, je l'ai eu. Effectivement, maintenant, je me dis, mais comment j'ai pu rentrer dans ce truc parce que ça ne tient pas, en fait. Donc, un bébé qui naît avec un tour de cordon autour du cou, c'est dangereux. Ça, c'est une des plus grandes fausses croyances. Et à tel point que aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes et d'hommes à qui on dit heureusement qu'on a fait une césarienne parce que votre bébé, il avait le cordon autour du cou et il pouvait pas descendre, il pouvait pas sortir. Et on l'entend beaucoup, hein, celle-là. Oui. Donc ça, c'est la plus grande fausse croyance qu'on entend toujours. Ou alors d'autres qui pensent que c'est dangereux, que le bébé peut s'étouffer, manquer d'oxygène parce qu'il a le cordon autour du cou. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi à cette image en me disant mais comment on peut se dire que c'est dangereux? Et en réalité, je pense qu'on a vraiment cette image du pendu, tu vois, qui est pendu avec une corde. Oui. Et si nous, on se met une corde autour du cou, on se dit mais je peux plus respirer. Oui, puis on a aussi cette image de... On nous dit souvent, ah oui, il avait le cordon autour du cou, il était violet, puis du coup, on réfléchit pas plus loin, puis on se dit, ah mais oui, mais en fait, c'est clair, il allait s'étouffer. Oui, c'est ça. Et en fait, on fait une conclusion hâtive en disant, un bébé né, par exemple, violet, il avait le cordon autour du cou, donc forcément, c'est parce qu'il avait ce cordon qu'il est violet. Ouais. Alors qu'en fait, pas forcément. Et surtout que, je vais pas faire un cours sur les degrés d'hypoxie du bébé pendant l'accouchement parce que la saturation en oxygène est particulière dans la vie in utero pour le bébé. Okay. Il va avoir une saturation en oxygène beaucoup plus faible qu'une fois qu'il est dehors. D'accord? C'est pas du tout le même taux d'oxygénation, mais le bébé, il respire par son nombril et son cordon. En gros, il a pas du tout une respiration pulmonaire aérienne. Et quand un bébé va vivre le ballet de la naissance avec les contractions, il va vivre une certaine forme de stress qui est sain, qui va générer massivement un déclenchement de toute une série de biochimie et notamment hormonale pour maturer les poumons vite fait. Ok. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important de vivre aussi une naissance pour le bébé, pour ses poumons. Donc, une césarienne programmée, on voit qu'il y a déjà un souci par rapport à ça. Si elle est pas nécessaire, encore une fois, évidemment, il y a des cas pré-éclampsie avérés, je précise, ou un bébé en transverse avéré. Là, c'est différent. Maintenant, un bébé qui se retrouve violé à la naissance ou vraiment dans un état bien abîmé, dans une structure hospitalière. Aujourd'hui, on sait que on a, alors en France, parce que en Australie, là, c'est sky is the limit, comme je dis, au niveau de la médicalisation, c'est complètement dingue. Ils ont des chiffres. On y sera en France dans pas longtemps. Mais en France, on a une femme sur 4 qui est déclenchée. Okay. Et donc, les bébés qui sont déclenchés, ils ont évidemment une problématique d'oxygénation pendant l'accouchement. Je vais quand même juste faire une petite parenthèse, si tu veux bien, Charlotte, parce que c'est important de comprendre ce phénomène-là. Le placenta, il est accroché à la paroi utérine. Ok. Et donc,
quand tu as un accouchement normal, la contraction va contracter le muscle de l'utérus et donc le placenta qui est accroché sur l'utérus, lui, il va oxygéner moins le bébé parce que l'oxygène passe du placenta, le cordon et le bébé. Donc, c'est OK parce qu'on est prévu, le bébé est équipé pour ça et c'est pendant les pauses entre les contractions que tout respire. Ouais, c'est ça. Et bébé s'oxygène de nouveau. C'est pour ça que c'est très important dans un accouchement de bien utiliser ces pauses. Et en fait, quand tu déclenches une femme avec tout un tas de molécules chimiques, on ne sait pas comment son utérus va réagir. Aujourd'hui, on n'a aucun contrôle là-dessus. C'est pour ça que on y va en croisant les doigts, puis on y va un peu au compte-gouttes, puis on regarde ce qui se passe. Parce que chaque femme est différente. Oui. Donc ça peut réagir. Toutes les femmes peuvent réagir différemment. Toutes les femmes peuvent réagir différemment. Et la même femme, pour différents accouchements, peut avoir une réaction différente. On sait pas, on n'est pas calibré. Et donc, on y va, on regarde. Et il y a des femmes qui vont avoir des types de contractions qui sont artificielles, très particulières, où il y a quasiment pas de pause. Ok. Bon, elles sentiront rien parce qu'elles auront en général une péridurale, ça va souvent ensemble. Mais le bébé lui sent. Ouais. Et du coup, comme le placenta, il est toujours accroché sur la paroi utérine, il a très peu de pause. Et donc, ça fait quoi? Ça fait que le bébé, il n'arrive pas bien à s'oxygéner pendant ses contractions induites et il peut sortir violet. S'il a une circulaire autour du cou, c'est ce qu'on appelle la circulaire, le fameux tour de cordon, on va se dire, tu vois, parce qu'il avait le cordon autour du cou, c'est pour ça qu'il est... En fait, c'est pas du tout la cause. Une circulaire, 2, 3, 4, 5 tours de cordon, on va dire, c'est pas que c'est la norme sur tous, mais il faut savoir que pratiquement un bébé sur 3 naît avec le cordon autour du cou, ou voire même avec un cordon qui part en bretelle, comme on dit. La femme, quand elle accouche dans sa physiologie, elle peut faire naître son bébé qui a le cordon autour du cou plein de fois, et elle va elle-même le dérouler. Et tu vois, dans ces fausses croyances, dans les structures hospitalières, pendant longtemps, et ça se voit encore, même si c'est plus rare, on voyait une tête de bébé sortir avec un cordon autour du cou, on coupait le cordon pour soi-disant libérer le bébé. Ouais. C'était un carnage. Mais surtout que, en fait, si j'y pense, on n'a aucune idée de la taille qui fait le cordon. Ouais. Donc enfin moi en tout cas, j'ai aucune idée de s'il y a un tour, 2 tours, à quel moment mon bébé il est étranglé ou est-ce qu'il a encore pas mal de marge. C'est ça. Et surtout le cordon, il reste pas, enfin le placenta il descend. Oui. Je vois que tu vois, je suis les cours. Non mais enfin il descend avec le bébé qui sort, donc le cordon qui est accroché avec, il descend aussi. Ouais. Il reste pas, et puis on n'a pas un torse de 3 mètres. Donc, mais ça me fait plaisir parce que tu as bien compris le concept et personne en fait en parle, je trouve, dans la physiologie. On n'entend pas beaucoup ça, mais c'est important de le rappeler quand même. Que bon, déjà, c'est à peu près 50 cm en moyenne un cordon, ça varie des femmes. Mais quand on regarde dans notre utérus en fin de grossesse, l'espace à disposition, c'est énorme pour que le bébé bouge. Oui. Et puis un cordon, c'est plus ou moins long, mais c'est surtout comme un cordon de téléphone. Toi qui étais après le bip dans ton ancien business, les cordons de téléphone, tu vois bien comment c'est spirale là, tu vois. Ouais. Donc évidemment, quand tu tires, ça se déroule. Ouais. Enfin, c'est élastique. Et puis surtout qu'il y a la fameuse gelée de Wharton. Donc c'est comme un calamar. Et donc, dans le cordon, on a ces 3 vaisseaux, on a 2 artères et une veine qui s'occupent d'oxygéner et de nourrir le bébé. Et ces vaisseaux-là sont protégés par la gelée de Wharton qui est comme un calamar, donc on ne peut pas, même si le bébé a le cordon autour du cou, déjà, ça ne va pas oppresser les vaisseaux qui sont dedans, parce que la gelée de Wharton fait son travail. Okay. Et puis, surtout, il est dans le liquide amniotique, le bébé. Donc maintenant, si je te mets dans une piscine et qu'on resimule le truc, tu vois bien que t'es plus dans un aspect de gravité, donc tu vas te retrouver un peu flottante dans un liquide avec un cordon, donc même si c'est pas autour du cou, tu vois, il faudrait vraiment une action extérieure et les tirer sur les 2 parties. Donc ça tient pas. Et ça, c'est une des plus grandes fausses croyances. Okay. C'est le cordon autour du cou, mais j'en ai d'autres là, parce que j'ai toute la liste. J'en ai plein, mais ça, c'est une de mes préférées, c'est il faut 1 heure par centimètres de dilatation pour le col de l'utérus. C'est le col de l'utérus se dilate d'1 centimètre par heure. Ça, c'est une des plus grandes fausses croyances qu'on entend aussi. Donc, si on prend, il faudrait 10 heures pour qu'une femme soit dilatée à 100% si vraiment ça restait à 1 heure par centimètre. C'est ça. Ok. En fait, les femmes aujourd'hui, on leur dit ça parce que c'est ce que
les accompagnants en périnatalité apprennent dans leurs études. Et on leur dit, c'est 1 cm par heure. Et ça, c'est complètement désuet. Déjà, ça vient d'Emmanuel Friedman, qui a fait ses recherches à l'époque seulement sur 500 femmes. Je sais pas si t'imagines. Sur la quantité de femmes qui accouchent. C'est juste sur cette petite quantité. Donc, lui, évidemment, il était plein de bonnes intentions. Tu vois, il s'est dit, je vais faire mes recherches. Comme moi, je fais mes recherches, je regarde. Sauf qu'on a pris les travaux de Friedman pour en faire une norme. Et c'est ce que j'explique, évidemment, dans les cours. Toi, tu les as vus sur l'effet toboggan. C'est-à-dire qu'on prend des recherches qui ont été faites à l'époque, dans les années 50, en disant, voilà, vous avez 500 femmes. À partir du moment où elles arrivent en structure hospitalière, on remarque qu'elles dilatent d'1 cm par heure. Et ça tient pas, en fait. Parce que si tu fais des observations, on parle souvent des biais dans les études ou les recherches, c'est important de contextualiser les datas qu'on prend. Si tu prends des femmes qui arrivent en structure hospitalière et tu déduis du temps de dilatation du col dans ce contexte-là, c'est complètement ignorer les travaux de cette femme. Tu te souviens, je parle souvent d'Annette Newton, qui observait les souris. Et elle s'est rendue compte que des souris, quand on les change d'environnement et qu'on les observe, ces 2 facteurs-là vont rallonger la mise bas. Donc, là, on a un biais dans ces observations parce qu'on prend des mammifères humaines qui sont observées, parce qu'elles sont en structure, et qui se sont déplacées et changées d'environnement. Donc, les observations sont pas justes. Elles sont sorties de la bulle. Elles sont sorties de leur habitat, si tu veux. En fait, moi, je me souviens quand j'avais étudié le comportement animal, la première chose qu'on nous avait apprise en éthologie, c'est tu dois observer l'animal dans son environnement familier et naturel. Si maintenant tu veux faire des recherches sur le comportement du cheval, tu vas pas l'observer dans un box si tu veux voir comment il se comporte dans son milieu naturel. C'est sûr. Si tu veux faire une étude sur les comportements du cheval dans un box, tu le mets dans un box. Mais si tu veux savoir... L'environnement naturel, c'est pas la même chose. Voilà. Comment la jument va mettre bas, tu la mets pas dans un environnement qui est contre nature, tu vois. Tu vas essayer le moins possible d'interférer avec le phénomène naturel. Mais on n'a pas fait ça chez nous, parce que nous, humains, on se croit toujours différents des autres mammifères. Oui, puis on a déduit que l'hôpital était peut-être l'environnement naturel, parce que c'était comme ça qu'on faisait. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que maintenant, il y a un glissement, et puis c'est devenu ceux qui accouchent à la maison qui sont un peu des hurluberlus, en se disant, mais t'es complètement tarée, ma pauvre fille, irresponsable. Ça aussi, c'est une fausse croyance, tiens. Ah, une autre. C'est dangereux. C'est plus dangereux d'accoucher. C'est même pas que c'est plus dangereux, c'est qu'il faut être complètement dingue pour accoucher chez soi aujourd'hui, et que l'hôpital sauve des vies. C'est super safe. Et en fait, de nouveau, c'est des phrases qui veulent rien dire. L'hôpital sauve des vies, oui, mais qu'est-ce qui a mis cette vie en danger? C'est ça qu'il faut peut-être voir. Alors évidemment, ça sauve des vies dans certains cas, parce que le problème, on n'aurait jamais pu l'éviter. Mais quand l'hôpital sauve des vies qu'il a mises en danger, à cause des protocoles ou des gestes médicaux, là, il y a un souci, il faudra se questionner. Et aujourd'hui, les chiffres sont clairs. Les taux de transfert dans des accouchements à domicile pour cause potentiellement urgente sont de 0,46%, selon un des derniers rapports en France. 0,46% de transfert à cause d'une cause potentiellement urgente. Je sais pas si tu vois les chiffres. Mais c'est voilà. Rien du tout. Et une des plus grandes fausses croyances, c'est qu'un accouchement en 5 minutes, il peut partir en catastrophe. Ok. Tu vois, moi, c'est ce que je pensais aussi quand j'ai accouché de ma première fille, tu vois. Et toutes les personnes qui ont eu des expériences traumatiques dans les structures ont vu qu'en 5 minutes, l'équipe arrive. Et puis, souvent, c'est le fameux code rouge. Bas de combat. Ouais. Quand tu as une grossesse à bas risque, que tous tes feux sont verts et que tu as un accouchement physiologique pur, il n'y a pas le truc en 5 minutes, tu vois, tu as largement le temps. En général, les causes de transfert, c'est vraiment les femmes qui craquent, qui demandent la péridurale, ça s'appelle un transfert pour confort, ou parce que le col se dilate plus et il n'y a plus d'avancée dans le travail, en fait. Et donc, on dit, on bouge parce que voilà, ça stagne depuis trop longtemps et puis la pratique veut qu'on bouge. Et donc, moi, je vais pas en parler aujourd'hui, mais tu sais que voilà, j'ai une approche très particulière sur la dilatation du col, mais ça, c'est quand même important de le noter, parce que c'est pas 1 cm par heure. Ça te fout en l'air ton moral si t'es en train de gérer les contractions, comme moi, c'était pour ma première fille. Et puis, j'étais sûre que j'étais dilatée à 10. La sage-femme, elle m'auscute, elle me dit, vous êtes à 3, toute contente. Elle était toute contente. Moi, j'étais au bout de ma vie. Ah ouais. Et elle m'a dit, c'est bon, plus que 7 heures. Plus que 7 heures. Ouais, bon, moi, j'ai dit, ok, je vais mourir. De toute façon, faites ce que vous voulez de moi, achevez-moi, et puis on en finit. Oui, parce que c'est ça, en plus, c'est que
même le personnel médical, par exemple, la tête est dilatée à 3 et dit c'est mon plus que 7 heures. Ouais. Oui, parce que c'est dans c'est dans les normes. Oui. Et en fait, il y a cette grande arrivée de la gestion active du travail dans les années fin 60, comme ça, 69. Et cette gestion active du travail, c'est comment on va calibrer un accouchement. Il faut qu'on fasse des schémas. Puis du coup, ça a mis les femmes dans des cases et ça prend plus en compte la spécificité de chaque femme. Le fait qu'une femme, elle peut avoir un col qui lâche en 10 minutes, ça peut arriver. D'autres, mais ça, c'est dingue aussi. C'est-à-dire, ça, c'est aussi une fausse croyance. C'est que le col ne fait que de se dilater. Mais le col, il peut se refermer. Oui, ok. Tu vois? Mais c'est vrai que autour de moi, j'ai déjà eu des amies qui, par exemple, elles étaient en travail à la maison, dilatées, elles vont à l'hôpital, ça se referme pendant un jour, elles y retournent, parce que elles sont de nouveau en travail. Ah non, il n'y a rien qu'à bouger, vous pouvez retourner à la maison. Et c'est vrai qu'en fait, on voit l'importance du milieu naturel, comme on disait avant. Et puis, les touchés vaginaux sont pas fiables. Ça, c'est aussi une fausse croyance. Ok. Tu vois? Parce qu'un toucher vaginal, ça se fait avec les doigts. Donc déjà, une main peut être différente d'une personne. Oui, c'est très subjectif, un toucher vaginal. C'est qu'une personne peut toucher et dire « Ah t'es à 4 », l'autre peut dire « T'es à 6 ». Et puis selon, si le col bouge, parce qu'il fonctionne comme un sphincter, le col. Oui. Donc effectivement, il peut s'ouvrir, se fermer, et on peut pas volontairement agir dessus, même si à travers l'histoire, on a tout essayé. Oui. Même l'électricité, ils ont essayé l'électricité pour faire lâcher les cols. J'en parle dans mon livre, tout ce qu'on a fait comme horreur aux femmes. Non mais franchement, là, c'est... Je me souvenais plus de cette partie. Ouais, non mais... vaut mieux oublier à un moment donné, tu vois, une fois que tu as les infos, mais c'est vrai que ça... on voit que le corps de la femme, il a été un peu comme une bulle de test pendant des années. Puis on s'est dit, tiens, on va essayer ça. On essaie de le dilater mécaniquement. Bon, non, il y a encore des ballonnets, des choses. Enfin bref. Et en fait, ça, c'est pas si simple que ça. Ouais. On est très complexe à ce sujet-là. Une autre fausse croyance que j'ai en tête qui me vient, c'est la fameuse ne poussez pas, madame, vous n'êtes pas à dilatation complète. Parce que là, du coup, j'enchaîne là-dessus parce qu'on est en train de parler du col. Et puis, je sais pas si t'as entendu, toi, des femmes qui... parce que toi, t'en as pas mal, des récits un peu cata autour de toi, il me semble. Un petit peu, Tu commences à les collectionner. Des femmes qui avaient envie de pousser pendant leur accouchement, et on leur dit, c'est pas le moment, vous n'êtes pas dilatée à 10. Je sais pas si t'as déjà entendu ça. Oui, j'ai déjà entendu. Mais ce qui, en plus, paraît fou, parce qu'on dit toujours, de aussi s'écouter, et là, c'est ton corps qui te dit de pousser. Mais quelqu'un te dit ah non mais madame c'est pas le bon moment. Ouais. Non, vous avez tort, c'est moi je sais mieux que vous qui êtes en train d'accoucher, c'est pas le bon moment. Ouais. Et le pire, c'est qu'en fait non seulement la femme elle se retrouve à devoir lutter contre une pulsion parce que c'est vraiment un réflexe, mais en plus ça crée des soucis. Sans partir dans quelque chose de trop précis là, en fait, une femme qui a ce genre de poussée vraiment précoce, c'est souvent le signe, dans la plupart du temps, que le bébé regarde les étoiles, comme on dit, en postérieur. Et donc, ça va créer une sensation très particulière pour la femme qui va avoir tendance à pousser. Et le fait qu'elle pousse avec un col qui n'est pas encore complètement ouvert, ça permet, dans 95% des cas, de remettre le bébé en antérieur. Pour qu'il entame sa descente, on va dire, de la façon la plus conventionnelle. D'accord ? En regardant, si on veut, sa mère, quand il sort. Oui. Si on dit à la femme ne poussez pas et que on l'allonge, etc., et qu'on l'empêche d'être mobile, et puis voilà, qu'on lui fait éventuellement une péridurale, le bébé, lui, il va pas pouvoir faire cette rotation. Même s'il peut très bien sortir en regardant les étoiles, il y a pas de souci, mais encore une fois, dans la majorité des cas, il va se retourner s'il n'y a pas cette poussée précoce sur un col un peu fermé. Il va pas se remettre, il va s'engager dans une position qui était pas prévue au départ pour lui et le bassin de sa mère. Ça peut finir en carnage. Mais du coup, c'est quoi la peur de dire « Ah non, poussez pas, madame, le col est pas dilaté ». La fausse croyance, c'est que si la femme pousse sur un col qui est pas dilaté, ça va lui abîmer son col. Et elle peut se faire des lésions internes comme ça. Alors que, à un moment donné, je pense qu'on est bien faite. Oui, puis si le corps... Le corps sait, on ne peut pas soi-même s'auto-mutiler. Et tu vois, ça, de nouveau, c'est...
le corps, ça vient d'une croyance, je crois, dans notre culture, notre inconscient collectif, que la femme, elle a un corps qui est dysfonctionnel. Qu'à un moment donné, il y aura forcément un problème. Oui, puis dans l'histoire, ça a toujours été les hommes ont un corps parfait, une mécanique parfaite, mais la femme, elle fonctionne pas bien, tu vois, il faut l'optimiser. Oui. Tu vois? Et surtout que toute cette gestion active du travail a été mise sur pied par l'énergie patriarcale. L'homme qui est rentré comme ça en scène. Enfin, je la fais rapide, l'histoire. Mais au final, à aucun moment, on a pris en compte les sensations des femmes. Et puis, on a demandé à ces femmes, finalement, leur avis. Rien du tout. Ouais. Tu vois? Donc ça, c'est énorme. Et de fil en aiguille, on a perdu les variantes physiologiques. Ça, c'est une variante physiologique. Un bébé qui naît en regardant les étoiles ou un bébé en siège. Parce que ça aussi, je l'ai cette fausse croyance sur ma liste. Un bébé en siège est dangereux pour la maman et le bébé. Dans ce cas, seule la césarienne peut être envisagée. C'est faux. Oui, parce que moi, j'ai déjà entendu toutes ces histoires pour retourner les bébés. Oui. Ça a l'air hyper barbare en plus. La fameuse VME, version manuelle extérieure, oui. Ouais. Ça, c'est hyper dangereux, en fait. C'est pas fiable. Donc, c'est des bébés qu'on retourne, puis après, ils se remettent dans l'autre sens. Donc, ils disent, non, mais moi, j'ai un message à faire passer, donc maintenant, on va m'écouter, s'il vous plaît. C'est moi qui ai décidé, ok. Ouais. Un bébé peut se retourner jusqu'à la fin. Ok. Il y a des bébés qui peuvent se retourner à 42 semaines et demie, 43 dans des cas où on déclenche pas les femmes, parce que maintenant aussi, voilà. Un mythe, j'en rajoute, hein. Parce que maintenant, tu sais, on n'entend plus des femmes qui accouchent à 43 semaines d'aménorrhée. Mais en réalité, une grossesse, elle est à terme entre 37 et 43 semaines d'aménorrhée. Donc, il y a 6 semaines dans cette fenêtre-là où un bébé peut être à terme. Ça dépend des femmes. Ça dépend de cette grossesse-là. Ça dépend de plein de choses, de quand le bébé est prêt à naître. Puis ça dépend aussi des pays, non? Parce que le terme dans certains pays est plus long, soit plus court. Il y a des pays, effectivement, où on estime que... Enfin, en Suisse, tu vois, c'est 40 semaines d'aménorrhée. France, c'est 41. Oui. Donc déjà là, c'est pas d'accord. Déjà, une semaine, ça fait... Oui. Ouais. Et la façon dont on a fait cette fameuse DPA, date prévue d'accouchement, là aussi, c'est basé sur quelque chose de complètement généraliste. Ça prend pas en compte beaucoup de choses. Donc, on se retrouve avec des femmes qui savent plus trop sur quel pied danser. Mais un bébé peut se retourner jusqu'au dernier moment. Okay. Et de vouloir faire des VME, pourquoi pas, si les femmes veulent y aller, qu'elles y aillent, mais il faut quand même qu'elles sachent que ça peut être risqué, que ça peut partir en césarienne comme ça, parce que le bébé, il peut pas du tout aimer ça. Okay. Et voilà, donc c'est extrêmement surveillé, ce genre de manœuvre-là. Et c'est pas... Voilà, il y en a beaucoup qui se remettent après dans la version d'avant. Oui, donc, parce qu'ils n'ont pas envie. Parce que c'était prévu comme ça, mais un bébé peut sortir en siège sans problème, en fait. Oui, parce que là, encore une fois, c'est quoi la fausse croyance? Qu'un bébé en siège, c'est dangereux? Qui reste coincé. Que la tête, elle reste coincée dans le col. Oui, c'est ça. En fait, la peur qu'il y a derrière, c'est que le bassin de la mère soit pas assez large, que de nouveau, on fait des pelvimétries aux femmes, on leur fait faire des examens où j'ai expliqué aussi maintes et maintes fois que ce test-là, je comprends pas pourquoi on continue de faire des pelvimétries aux femmes, parce que le bassin, il bouge. Une femme, elle aura pas du tout le même espace dans son bassin si on la met sur le dos ou si elle est à 4 pattes, par exemple. Et la peur, c'est que le corps sorte, mais que la tête reste coincée. Okay. Et quand tu vois des vidéos, il y en a plein sur Internet, faut voir vidéos, en anglais, on trouve beaucoup plus de choses, hein, breech home birth or natural birth with a breech baby. Mais quantité, millions de vidéos de bébés qui sortent en siège, une fois un pied, une fois les fesses, ils sortent. Mais il faut connaître cette variation-là. Et je fais juste une note à la fin parce que il y a souvent dans des bébés qui naissent en siège du méconium qui sort avant. Okay. Il y a un effet mécanique qui crée ce phénomène-là. Il faut le connaître pour pas paniquer parce qu'on voit du méconium qui sort en fait. Ça c'est souvent quand le bébé est en siège. Ok. Ouais, tu vois, il y en a beaucoup quand même. Oui. Il y a beaucoup de fausses croyances. J'en ai plein là, mais je vais finir sur la dernière que j'adore. Les professionnels de santé savent mieux que moi. C'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Hein. On en a parlé beaucoup dans l'énergie de la petite fille. Ça dépend de quoi on parle. Faut toujours bien préciser. La fausse croyance à ce sujet-là, c'est que les gynécologues obstétriciens
ou voire même maintenant les sages-femmes, c'est horrible, les pauvres, on leur donne des programmes d'études qui sont pas du tout basés sur la physiologie. Okay. Et en tout cas, les gynécologues obstétriciens, on les forme à la pathologie parce qu'ils sont là pour régler des problèmes. Il faut trouver et régler le problème. C'est ça. Dans le programme d'études, on parle pas de ce dont on parle ici. Il n'y a pas de cours sur ce qu'est vraiment la physiologie, dans le sens, c'est un processus involontaire, on leur parle pas de Nash-Newton, etc. Et puis maintenant, les études pour les sages-femmes, malheureusement, ça dérive de plus en plus sur la physiopatho, comme on dit, physiopathologie. Puis on voit de la pathologie partout parce que, évidemment, personne parle de l'effet toboggan. Oui. Donc voilà, il y a du travail, Charlotte, tu vois, on a du pain sur la planche. Oui. Si vous avez des fausses croyances, moi, je suis très curieuse que vous les mettiez en commentaire de cette vidéo ou de ce podcast, ça dépend sur quelle plateforme vous nous écoutez. Mettez-les dans les avis aussi, vos fausses croyances. C'est hyper important, ça va nous permettre de créer des nouveaux thèmes, des nouveaux sujets pour la suite, plus spécifiques. Et puis surtout, dites-nous en commentaire quelle fausse croyance a été évoquée aujourd'hui que vous aviez vous. Ça, c'est vraiment précieux pour nous. Merci beaucoup, Charlotte. On se retrouve dans le prochain épisode. Merci, Emma. À bientôt. Bye. Bye.